Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamani sur 85 Radio, Énergie TV, Beledou TV et Renouveau TV. Et ce soir, nous allons parler des concertations nationales sur la gestion de la transition qui ont pris fin samedi dernier à Bamako. Alors, une charte et une feuille de route de la transition ont été adoptées. Quelques heures après, le M5 RFP a déclaré qu'il rejetait cette charte de la transition. Dans un communiqué, l'URD, qui est également membre du M5 RFP, a déclaré qu'il prend acte des conclusions des concertations nationales organisé par le Comité national pour le salut du peuple. Le M5 RFP hier encore a tenu un point de presse pour annoncer qu'il tendait sa main à la transition au Comité national pour le salut du peuple. Et il y a également la CEDEAO qui a tenu un mini-sommet à Accra avec le CNSP qui déclare maintenir les sanctions contre le Mali. Quelle analyse donc des conclusions sur la gestion de la transition? Trois invités sur ce plateau. Dr Souleymane Dey, membre du comité d'experts des concertations plutôt nationale sur la gestion de la transition, Nouhoum Sarr, membre du M5 RFP, et Dr Brema Ilidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Je suis Mohamedou Touré, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Souleymane Dambélé, finalement, la charte de la transition, Souleymane Dey plutôt, la charte de la transition, la feuille de route de la transition, ont-elles été adoptées samedi ou pas? Oui, permettez-moi de dire un bonjour à vos téléspectateurs et à vos auditeurs et surtout d'avoir une pensée pieuse à la disparition tout récemment de l'ancien chef d'État, président de la République, le général Moussa Traoré. Et ceci dit, oui, nous estimons que la charte a fait l'objet d'adoption et que la feuille de route également a fait l'objet d'adoption. Vous savez que le Mali... Le M5 RFP l'a-t-il adopté? C'est pas une question. Moi, je dirais que le M5 RFP a adopté cette charte. Nous étions dans la même salle et ils ont tous acclamé devant nous tous. C'est après que, bien entendu, on a vu malheureusement cette sortie de Mme Sik Tusso et cette déclaration que j'ai estimée hâtive de Choguel Kokala Maïga pour dire que les rapports étaient falsifiés, que, en tout cas, les rapports des différents groupes de travaux n'étaient pas rendus fidèlement. Et nous sommes posé mille et une questions. Nous avons regardé la charte, nous avons regardé quels reproches ils faisaient à la charte. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne vois toujours pas les reproches qu'ils font à la charte. Et ce qu'on entend le plus, c'est qu'il y a, entre guillemets, si on comprend bien aisément ce qu'ils veulent dire, un deal entre le M5 RFP et le CNSP. Ces deals, nous ne voulons pas rentrer dedans. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont discuté entre eux, qu'est-ce qu'ils ont convenu entre eux. Donc, nous ne sommes pas dans ces schémas-là. Ce que nous savons en tant que comité scientifique, on nous a fait appel pour aider à mettre en musique toutes les propositions et surtout les volontés du peuple malien dans un document consensuel. La charte est un acte consensuel, un accord politique consensuel qui a valeur juridique puisqu'elle a été érigée au même niveau, au même rang que la Constitution. Et ce que les gens ne savent pas, le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Et le consensus est au-dessus de la loi. À titre d'exemple, lorsque vous avez un accident de circulation, il y a le code de la route, c'est vrai, mais avant que les policiers n'interviennent pour faire le constat, on vous demande de chercher un règlement à l'amiable. Une fois que cela est fait, il n'y a pas lieu que la justice interfère. C'est la même chose. Donc le consensus est au-dessus même de la Constitution. C'est que beaucoup ne savent pas. Et à ce niveau, bien sûr, toutes les chartes, nous connaissons, on ne va pas inventer la roue. Et ce qu'on nous a reproché, c'est qu'il y a un premier document sur lequel les travaux ont été menés. Ces documents, on le savait, ne venaient pas, c'était un document de référence de base qui a été donné, mais le rôle du comité scientifique, c'était également de diagnostiquer pour dire que ces documents ne pouvaient pas prospérer. Il y avait des éléments dans ces documents que tout le monde a vu qui ne pouvaient même pas être défendus. Et c'est ce qu'on a fait. Donc la charte du Mali, je ne suis pas sûr qu'elle soit différente fondamentalement des autres chartes qu'on a vues en Centrafrique, au Burkina Faso, au Congo ou bien sûr en Guinée. Est-ce donc du copier-coller? Non, ce n'est pas du copier-coller parce que vous verrez bien que notre charte s'adapte à notre réalité malienne. Et donc, ce qui était convenu, c'était de mettre en route
en tout cas mettre la feuille de route en place, ce qui a été fait, et mettre les organes de la transition en place, ce qui a été fait. C'est essentiellement 3 organes, le président de la transition, le gouvernement de transition et le Conseil national de transition qui va faire office d'organe législatif. Donc, à notre avis, cette architecture de la charte qui a été présentée, qui a été développée, a gagné l'unanimité. Et si vous regardez bien, face à toutes les folles rumeurs qu'on a eues à Bamako hier par rapport à ce mini-sommet de la CEDEAO, elle n'a pas eu à rétorquer une seule disposition. La CEDEAO, on va dire que sur l'article 6 portant sur la présidence, la vice-présidence, elle a fait une observation pour dire qu'elle ne souhaiterait pas que le vice-président remplace de façon définitive, bien sûr, le président en cas de vacances ou en cas d'empêchement définitif. Voilà tout le seul élément. Sinon, dans l'ensemble, la CEDEAO a validé la charte que les peuples maliens ici a validée. Sur le dernier point que je pourrais dire, toutes les reproches, les récriminations qu'on fait par rapport à cette charte, on a entendu même hier l'imam Diarra qui disait que la charte n'est pas signée. Oui, il y a des chartes qui sont signées, mais ce n'est pas obligatoire aussi. Une charte qui est adoptée n'est pas signée. Lorsqu'elle est érigée au même niveau que la Constitution, elle n'est pas signée, la charte. C'est pourquoi on dit que la Constitution, elle est promulguée, mais elle n'est pas signée. Un document venant du peuple qui va signer. Donc, à ce niveau, on peut même mener le débat pour dire que certains ont dit qu'on pouvait mettre les signatures, mais bon sang, on le sait tous ici. L'accord pour la paix qu'on avait ici, qui n'avait que des protagonistes bien désignés. Vous avez vu le temps que ça a fait, signé le 15, parachevé le 20. L'accord qu'il y a eu entre le CNRE et le CNRE et la CEDEAO, c'était 2 entités bien connues. Mais ici, c'est le peuple qui parle. Qui va signer au nom du peuple malien? L'inclusivité aidant, si on se mettait à adopter cette approche de signature, bon sang, on n'allait pas sortir de ces scénarios-là. Voilà pourquoi la charte a été adoptée. Et d'ailleurs, dans le préambule, on dit que charte adoptée, on n'a pas dit charte signée. Donc voilà aussi le rôle de la commission scientifique de mettre en exergue ce qui relève du droit, ce qui relève de la bonne approche, ce qui relève de la bonne méthode, et c'est ce qu'on a appliqué. Je ne pense pas qu'en un seul instant, un seul rapport a été falsifié. Nouhoum Sarr, vous êtes membre du M5-RFP. Quelle est la position officielle du M5-RFP par rapport aux conclusions de ces concertations nationales sur la gestion de la transition? Eh bien, vous avez certainement suivi mes avants. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des 23 personnes qui ont été tuées par les balles de l'ancien régime. Avoir également une pensée à l'endroit du président Soumaïla Cissé, détenu quelque part, contre sa volonté. Nous prions le tout bon Dieu, pour qu'il nous revienne le plus rapidement possible. Le M5 a rejeté la charte, mais je pense que le M5 n'a pas rejeté, n'a pas fermé sa porte aux discussions, au dialogue. Monsieur Souleymane disait, certes, qu'il y avait des problèmes, mais il se trouve qu'il y a eu un déficit de communication. Parce que entre le document, non, au niveau de la concertation nationale, parce que le document qui a été lu, qui a été distribué dans la salle, qui a fait objet de distribution dans la salle, ce document, en vérité, c'est un seul individu, conseiller du président du CNSP fut-il, qui a glissé ce document et on a tenté d'embarquer même le comité d'experts dans ça. Mais il y a 2 jours, la charte que nous avons lue, plusieurs observations du M5 ont été prises en compte, notamment magnifier la lutte du M5 dans le préambule, c'est aujourd'hui chose faite. Moi, je l'ai dit, je l'ai rappelé la dernière fois, ce qui m'embête, c'est quand on dit président civil ou militaire. Si nous sommes convaincus... Déjà, par rapport à la position du M5-RFP, si plusieurs recommandations du M5-RFP ont été prises en compte, comme vous le dites, pourquoi le M5-RFP déclare rejeter... Oui, mais jusqu'à l'heure où nous émettons, cette charte amendée n'a pas fait objet de notification à qui que ce soit. Ça n'a été envoyé à personne. Et c'est par des réseaux quelquefois contournés que nous avons eu accès à ce document. Ce document n'a pas fait objet de publicité. Et donc, les gens sont obligés d'être toujours dans ce qui a été distribué dans la salle. Je crois que si la charte qui a fait objet d'amendement est publiée et envoyée au M5, bien sûr, dans une négociation, dans un débat, on ne dit pas que tout ce qu'on veut soit pris en compte. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ce qui a été évoqué par Souleymane Dé, qui semblerait qu'il y ait un deal entre le M5-RFP et le CNSP qui n'aurait pas été respecté? Non, mais il n'y a pas de deal entre le M5 et le... soyons quand même respectueux. Le M5 n'est pas dans les histoires de deal. Le M5, comme le CNSP l'a indiqué, est le partenaire stratégique du CNSP. Ce sont les premiers responsables du CNSP qui ont affirmé à notre meeting qu'ils ont parachevé la lutte. Donc quand vous parachevez quelque chose, c'est que vous êtes forcément ensemble.
Mais quand l'URD également fait un communiqué à part, est-ce que ça veut dire qu'il y a une division aujourd'hui au sein du M5 RFP? Non, il n'y a pas de division. Le M5 est constitué d'organisations responsables, autonomes, qui ont leur liberté d'action. L'URD est un parti politique. Il a été celui qui a été la locomotive de l'opposition durant ces 7 dernières années. Ils ont livré avec nous autres des combats contre l'ancien régime. Donc ils ont tout à fait le droit de prendre des positions de principe de leur parti. Appartenir au M5 ne peut pas vous ôter votre identité et votre façon de faire. Et dans le communiqué de l'URD, si vous le lisez bien, ils ont fait référence au M5, au FSD et à tous ses compagnons. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le M5 est dans une position pour défendre son acquis. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, cette histoire de démission de l'ancien chef de l'État, c'est d'abord l'affaire du M5 RFP. Avant d'être l'affaire des autres, c'est notre affaire. Docteur Brema Elidiko, quelle analyse faites-vous des conclusions de ces concertations? Bien, merci de l'invitation. Donc, je voudrais d'abord associer mes prières à celles de mes prédécesseurs pour le repos éternel de toutes les victimes, finalement, de tout ce qui s'est passé et espérer un retour, parce qu'on avait parlé de bientôt, un retour assez rapide de l'honorable Soumaïla Cissé. Parce que ça fait quand même longtemps, quoi. Ce qui se passe, ce que disait Noussar tout à l'heure, c'est la question de la communication. Je pense que ça, c'est un élément important. Parce qu'il y avait 5 groupes de 5 commissions. Les gens ont échangé. Il y a eu les recommandations qui sont venues aussi des régions. Si tout le processus avait été suffisamment transparent, suffisamment beaucoup de communication, par exemple, on aurait pu, avant même les concertations, publier sur les réseaux sociaux les recommandations. On peut créer un site internet, c'est assez facile, les recommandations des différentes régions. Premier élément. Deuxième élément, donner même des informations sur, par exemple, le comité scientifique, sa formation, des choses comme ça, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut évoquer, même si Souleymane Ndéye, j'ai appris par la suite qu'il faisait partie de ça, donc je le connais bien, j'ai beaucoup de respect pour lui et d'autres personnes que je connais, donc cela m'a rassuré. Mais au début, c'était une des questions que je me posais. Quand cela ne tient, les gens ont échangé pendant 2 jours, voire 3. Ce n'est pas logique, de mon point de vue, que toutes les personnes s'accordent sur la même chose. Il y a nécessairement des divergences de point de vue. Et comme Souleymane Ndéye l'a dit, il y a un consensus. Ça ne veut pas dire forcément que les gens partagent les mêmes positions. Ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Ce qui a manqué, c'est rendre même un document provisoire à la fin de la cérémonie. Ne serait-ce que provisoire. Sur Internet, ou en tout cas, on pouvait remettre aux différents leaders invités. Première chose qui aurait pu vraiment dissiper ces malentendus. Parce que dans la salle, moi j'ai suivi l'interview de Kaoudim. Il a acclamé et il a fait part de sa joie, qu'il se reconnaissait dans ça. Et après, on a vu les petits couacs entre lui et puis l'ancien chargé de communication de la page SEMAS Facebook, Amadou Dunga, etc. Et après, on a vu la réaction de Mme Sikia Tousso et ensuite la conférence de presse donc, de M5 RFP. Donc c'est pour dire que, quelque part, si le document consensuel qui est issu des concertations avait effectivement été remis aux acteurs ou publié ou en tout cas mis en information pour tout le monde, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc ça c'est le premier élément. Et l'autre élément, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur ces choses-là, mais là, on est resté un peu sur notre fin, sur la question de la présidence, comme il disait, civile ou militaire. Parce que le premier communiqué du CNSP, le 18 août, c'était très clair, c'était une transition civile. Maintenant qu'au fond, qu'eux-mêmes soient convaincus de ça, qu'ils le disent en aparté et que ça soit vraiment une certitude, on pouvait être très clair là-dessus, tranché, pour le dire, pour le faire savoir aux gens. La question qui n'est pas tranchée, est-ce que ça veut dire qu'il y a des intentions qui pourraient être Je ne le pense pas, simplement parce qu'au Mali, si on fait référence au sondage de Twindi, 63% des Maliens espèrent une transition militaire. Sauf que cette espérance est en porte-à-faux un peu avec le protocole additionnel de la CEDEAO. Donc peut-être qu'eux aussi cherchent les moyens, les mécanismes pour pouvoir satisfaire les forces vives et pouvoir mettre en route rapidement une transition. Voilà. À vous. Aujourd'hui, pourquoi, lors de ces concertations nationales, la question du profil du dirigeant de la transition n'a pas été définie? Pourquoi militaire ou civil? Oui, en fait, avant de répondre à cela, je l'ai dit clairement, c'est que deal ou pas deal, c'est moi qui parle de deal, mais ce n'est pas sorti de ma bouche, c'est sorti de leur bouche de la conférence d'hier. On a dit en bon bambara
Djegamona Kamoukan Amatla au Kankan Djamfabala. Voilà. C'est les M5 RFP. Oui, on a tous écouté. Donc les M5 s'est beaucoup appuyé hier sur des questions de trahison, des questions de deal non respectés. Et nous, on ne sait pas. C'est ce que j'ai dit, la commission scientifique ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc il appartient aux deux entités de clarifier cela. Et d'ailleurs, comme il l'a dit, c'est une question de transparence. Et moi, ce que je voulais dire, nul ne peut ignorer le combat du M5 dans le bouleversement actuel que nous vivons. Personne. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque le texte a été présenté, et c'est moi qui l'ai lu, il avait été dit, nous, peuple malien, mu d'un élan, le M5 a estimé que non, il faudra retracer l'histoire. Et que nous avons estimé que quand on dit nous, peuple, le M5 pour nous est dans le peuple. Et le M5 ne représente pas le peuple tout entier. Mais quand on nous a fait comprendre dans toutes les observations et recommandations qui nous sont parvenues qu'ils ne préfèrent pas nous, peuple, mais ils préfèrent que les forces vivent et qu'ils soient cités, c'est ce qui a été maintenu dans le préambule. Voyez-vous? Et donc, tous ces éléments de discussion, il vient de le dire, le rôle de la commission scientifique, c'était de refléter fidèlement les aspirations du peuple malien. Et dans ces aspirations, je peux vous le dire, des rapports qu'on a eus des CAI à Kidal, et même dans la salle, beaucoup aussi s'étaient prononcés pour une présidence militaire, même si, en tant que commission scientifique, on savait, mais ça, il faudra même préciser cet élément. C'est que oui, le protocole additionnel de la CEDEAO nous exige d'aller vers une transition civile. Mais lorsque vous lisez ces protocoles, il n'est mentionné dans aucune disposition qu'une transition est dirigée exclusivement par un civil. Ce n'est même pas écrit. Ce n'est même pas écrit qu'il est interdit à un militaire de le faire. Mais on sait que dans la pratique et les recommandations, pour ne pas se mettre... On a vu Djibo au Niger, c'est beaucoup plus proche. Mais on ne rentre plus dans ces débats. Les choses, c'est très clair, il a dit vraiment, les militaires avaient annoncé dans le discours du 18, dans la note du 18 au 19, que la transition sera civile. Pour nous, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau. Mais pourquoi maintenant, les concertations, ce que j'ai dit, militaire et civil. il vient de le dire. Un sondage vient de dire que le Malien, à 63%, souhaiterait une transition militaire. Est-ce que ces enquêtes ont fait changer d'avis au CNSP? Non, écoutez, ce n'est pas une question. Le CNSP n'a pas, à mon avis, changé d'avis. D'accord. Un peu quand même. Non. Moi, à mon avis, moi, je ne défends pas le CNSP ici, mais je suis convaincu que ça n'a pas fait changer d'avis le CNSP. Cette charte qui a été présentée est une charte qui émane d'une commission scientifique. Et vous ne pouvez pas imaginer le travail de recoupement qu'on a eu à faire. On restait au CSIB tous les jours jusqu'à 3 heures du matin. Est-ce que vous reconnaissez également la mauvaise organisation des concertations nationales? Écoutez, à ce niveau, on peut dire beaucoup de choses. Vous savez, moi, je le dis à tout et chacun, c'est une question de bonne foi. La bonne foi résume tout ce qu'on a vécu. Le président est parti avec le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais l'administration d'État, on va dire le CNSP a le pouvoir, mais le CNSP n'a pas l'administration d'État. Vous savez qu'à ce niveau, je n'accuse personne. Mais je ne suis pas sûr que tous les acteurs engagés dans ce processus pour arriver à une charte étaient de bonne foi. Et ça s'explique, et ça explique beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui m'importe, c'est la charte. Et cette charte-là, encore une fois de plus, vous avez un collège de désignation qui sera mis en place, et c'est ce collège de désignation qui va désigner... Le collège qui sera mis en place par le CNSP. Bien entendu. Mais est-ce que le CNSP ne va pas influencer ce collège? Non. À partir du moment où on a mis dans le texte que c'est un processus inclusif, c'est pourquoi je parle de mauvaise foi. Mauvaise foi de qui? Pour moi, aujourd'hui, du M5. Voyez-vous? Vous êtes de mauvaise foi? Non, j'arrive. Non, je l'ai dit. Pour moi, du M5. Mais je suis totalement d'accord quand nous a dit qu'il fallait que le document leur soit communiqué pour dissiper tous les malentendus. Un document qui n'est pas... Nous reconnaissons cela. Ça, c'est pas aussi le rôle de la commission scientifique. On peut donner des recommandations dans ce sens-là. Mais si oui, à la sortie du samedi, on avait publié cette charte dans le journal officiel, je suis convaincu que certaines on n'en serait pas là, en fait. On n'en serait pas là. Est-ce que le M5 RFP est de mauvaise foi? Non, il le sait très bien. Mais avant... oui, mais aujourd'hui, votre position, vous, Nouhoumsa, vous avez pris connaissance du contenu de cette charte et de cette feuille de route. Est-ce que ça vous convient? De façon officieuse. C'est ce que je dis. Est-ce que le contenu vous convient? De façon officieuse. J'ai pris connaissance de cela, mais avant, c'est important de réagir par rapport à certains propos de mon professeur. Il y a on ne dirige pas le Mali en fonction du protocole de la CEDEAO. La question d'une transition dirigée par un civil, ce sont les principes démocratiques qu'il impose.
les principes d'un état de droit. Le premier principe, le principe le plus fondamental, c'est la soumission de l'autorité militaire à l'autorité civile. Au nom de ce principe, on ne peut pas. Moi, je l'ai dit à mes amis du CNSP. J'ai dit, oubliez la CEDEAO. Oubliez les recommandations qui vous viennent de l'intérieur du pays. Ce principe fondamental-là est inaliénable. Ensuite, quand on dirige un État, quand on fait démissionner un président et qu'on prend le contrôle de l'État, on ne doit pas hurler avec la foule. Homme d'État, c'est quelquefois prendre des décisions, des positions qui vont à l'encontre de la majorité, à l'encontre même d'une bonne partie du peuple, de la volonté d'une bonne partie du peuple, mais qui plus tard se rendent compte que c'était des décisions sages. 77% ont élu Ibrahim Boubacar Keïta. On finit par le chasser. Donc, ce n'est pas ça le problème. C'est le respect des principes qui a amené notre pays dans cette situation. Lorsque la Constitution, qui est basée sur le principe de séparation des pouvoirs, a interdit formellement que le chef de l'État, une institution, fasse ingérence dans une autre institution. Donc si la majeure partie des Maliens veulent aujourd'hui un militaire, vous pensez qu'il ne faut pas aller vers ça? Je vous dis, les principes nous le défendent. Les principes interdisent cela. Et c'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que les principes ne répondent pas aux besoins de la majorité de la population? Non, non, je vous en prie. Vous savez, notre pays a une histoire. C'est-à-dire cette effervescence-là où il faut un militaire, c'est entraîné par quelque chose. C'est le discrédit général de la classe politique. Le discrédit qui, pendant plusieurs années, ont été entraînés, ont été organisés sous la classe politique, parce que certains politiques ont mal géré le pays, n'ont pas fait l'affaire du peuple. Et ça a jeté un discrédit. Je suis politique, je l'assume pleinement. Est-ce que vous trouvez normal que ces concertations ne prennent pas une décision par rapport au profil, que ce soit un civil ou un militaire? Non, pas du tout. Ça amène le fait qu'on soit tenté de dire qu'on est tous responsables. Cela revient à dire que personne n'est responsable. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé dans notre pays. Je n'ai jamais géré, je n'ai jamais été aux commandes. Je me suis toujours battu contre les gouvernants qui ont voulu amener notre peuple dans une direction. Oui, je reviens toujours sur la question. Vous dites pas du tout. Est-ce que vous pouvez développer? Vous dites pas du tout. Je dis, est-ce que c'est normal que les concertations... Non, les concertations, je crois que les concertations, dans le document en tout cas qu'on a lu, on parle d'homme intègre, de quelqu'un qui connaît l'État, d'un homme sérieux, qui a un carnet civil ou d'adresse. militaire, cette question n'est pas tranchée. Je ne vois pas la nécessité de maintenir militaire, civil ou militaire dans le document. Civil, parce que tout le monde sait que c'est un civil. Pourquoi ne pas l'écrire? Le CNSP est aujourd'hui convaincu. Les premiers responsables avec lesquels nous échangeons quelquefois, mais nous ont dit qu'il n'y a pas d'alternative à ce que ce soit autant l'écrire. Il faut le mettre sur le papier. Selon vous? Exactement. Je pense que le comité scientifique ou le comité d'experts a une responsabilité dans ça, parce qu'ils auraient quand même tapé du poing sur la table. De toute façon, la composition de ce comité-là, on ne sait pas d'où ça vient. Quels sont les critères qui ont prévalu pour ça? Est-ce que ce sont des amis, du copinage comme on le fait d'habitude? Est-ce que c'est ça? Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a quand même la présidente qui est du M5 RFP, c'est Mme Diarra, là, qui préside, je crois que c'est le comité d'experts ou scientifiques. Là. Elle préside le comité d'experts. Elle est du M5 RFP. Elle a pleinement participé à la lutte, même si le M5 RFP n'a pas été consulté au moment où on l'a sélectionné. Donc, je crois que le comité d'experts aurait dû taper du poing, parce que le comité d'experts, ce sont des experts. Ce sont des gens qui sont imbus des grands principes d'un état de droit, et ils devaient taper du poing sur la table. Que pensez-vous de cette non-définition du profil du dirigeant de la transition? Sincèrement, ça m'a moi-même laissé un peu perplexe. Parce que autant j'ai apprécié le premier discours du CNSP qui était très clair, limpide, qui reconnaissait un peu toutes les conventions, le rôle de Barkhane, de l'aménagement, l'accord issu du processus d'Alger, etc. Donc, transition civile, c'était clair. 3 jours après, une interview est accordée à France 24 et où on entend justement le mot « ou ». Civil ou militaire. Donc ça, c'était juste 3 jours après la déclaration. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est pour ça que, après, j'ai essayé d'analyser tout le processus, parce que les premières concertations ont été avortées, parce que les M5 avaient dit non. Et donc, on a fait... après, il y a eu les rencontres du 5-6, et ensuite, pour valider les TDR, et ensuite, les concertations. Et après, il y a l'autre élément que j'y prends en compte, la question du collège. Ils ont dit ici, c'est vrai que le coup de force,
que ce soit la démission militairement assistée ou pas, c'est à l'actif de la junte. Mais la junte a trouvé un terreau favorable créé par le M5 RSP. Donc, pourquoi la question de la désignation, de la composition du collège qui va désigner le président et le vice-président même n'a pas été débattue lors de la concertation nationale? Pourquoi la désignation des comités d'experts, des membres de la qualité, etc., tout ça n'a pas fait l'objet d'un processus transparent, inclusif et qu'il y ait beaucoup de communication autour de tout ça? Et c'est pour ça que lorsqu'on arrive avec un document final, bon, qui n'est pas encore public, dans lequel, en tout cas, il est mentionné lors du compte rendu officiel qu'on a vu au journal télévisé, que c'est civil ou militaire. Donc je me dis, mais il y a peut-être anguille sous roche. Parce que vraiment, de mon point de vue, à titre personnel, et ça peut-être je peux me tromper, et j'espère me tromper, que si la transition elle est véritablement civile, donc civilo-militaire, parce que manifestement cela accepté, donc on aura un civil avec un adjoint donc, militaire comme président, on aurait pu l'inscrire très clairement et ce n'est vraiment pas un problème. Parce que comme on le dit, si c'est ce qu'on dit dans les coulisses, pourquoi ne pas l'écrire? Donc, je pense qu'on peut se rattraper. Le document n'a pas encore été distribué, il n'a pas encore été publié au journal officiel. Il faut l'inscrire clairement. Et ce n'est pas compliqué. Comme ça, on met un vice-président militaire. Et le problème est résolu de ce point de vue. Et le CNSP sera même en congruence avec son premier propos à l'issue donc du coup de force. Quand vous voyez les conclusions de ces concertations, le sommet de la CEDEAO et le CNSP à Accra, est-ce que vous pensez qu'on va vers une solution ou est-ce qu'il y a toujours des points à éclaircir? Alors, de mon point de vue, vous savez, il y a beaucoup d'avancées. La CEDEAO est présente au Mali depuis 2012. C'est grâce à la CEDEAO qu'on a eu la MISMA, après la MINUSMA et autres. La CEDEAO n'est pas une entité homogène. Parce qu'il y a quand même des pays comme la Guinée-Bissau, le Niger, le Burkina, le Sénégal qui ont réussi tant soit peu à réduire les sanctions parce qu'on peut importer les carburants, les vivres, les médicaments. Donc il ne faut pas taxer la CEDEAO comme étant un seul homme. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Le second élément c'est que la présidence de la CEDEAO a changé. Donc il y a quand même une autre façon de faire. Le président ghanéen prend service et il invite quand même des gens qui ont fait un coup de force, même s'il n'a pas été qualifié de coup d'État, chez lui et organise un sommet. C'est quand même une avancée majeure, donc ça traduit la volonté de la CEDEAO de trouver une solution à la crise malienne. Et ensuite, le vice-président, ils l'ont accepté, le poste de vice-président, ils l'ont accepté, la transition de 18 mois, ils l'ont accepté, alors que le premier communiqué de la CEDEAO, c'était 12 mois. Et après, ils ont même donné d'autres pistes, ils ont dit libérer les personnes, les prisonniers politiques, donc le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, et puis les hauts gradés militaires qui ont été arrêtés donc, de façon extrajudiciaire. Maintenant, si on leur reproche quelque chose, la justice fera son travail. Donc je pense que la CEDEAO, de ce point de vue, est quand même de bonne foi et en train de nous accompagner vers la solution. Mais ce qui est important, c'est qu'entre nous, Maliens même, qu'on puisse s'entendre, qu'on aille au-delà de nos égos, qu'on sorte de ces réunions, de ces audiences interminables, qu'à un moment donné, qu'on prenne des décisions. Qu'on dise clairement, que le CNP le dise, que la présidence sera civile et que ce collège soit inclusif et qu'il puisse désigner assez rapidement qui va être le président, parce que quand même ça fait 3 mois qu'on n'a pas un gouvernement, dans un pays en crise où la croissance est à 0%. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Et sur Facebook, Mahamadou Drissa Tangara qui vous adresse une question, Dr Souleymane D. Vu la contestation sur la charte de la transition et la position de la CEDEAO, ne serait-il pas mieux aujourd'hui pour le Mali de mettre la charte de la transition dans la corbeille pour appliquer la Constitution afin de faire épargner le peuple malien d'une sanction communautaire bien évitable qu'il ne mérite pas? C'est sa question. Moi, je pense qu'ils ont une très mauvaise lecture de la situation actuelle. Encore une fois, mes deux co-débatteurs viennent de le dire. La CEDEAO n'a pas rejeté la charte. Au contraire, la CEDEAO a adopté la charte à 100% presque. Si ce n'est l'observation qui est sur la vice-présidence, quand la CEDEAO dit que la vice-présidence ne peut pas assurer l'intérim de façon définitive. Et elle donne une position claire parce qu'elle demande que ce soit dirigé par un civil, pas civil ou militaire. Non. La CEDEAO, sur ces points, n'est pas allée par 1000 chemins. Il a dit, on a des principes, c'est pourquoi je dis, on a des principes de démocratie qui sont inaliénables, on les connaît. Donc la CEDEAO a clairement dit, un président civil, un premier ministre civil. Oui. Mais le vice-président, le poste de vice-président, qui sera militaire, la CEDEAO ne souhaiterait pas que ce soit ces derniers qui assurent l'intérim en cas de vacances ou d'empêchement définitif du président. Voilà la seule observation de la CEDEAO sur le document. Ouais. À mon avis, c'est là
est une fierté pour nous qui étions dans la commission scientifique. Moi, je ne vais pas rentrer dans comment est-ce que cette commission scientifique a été composée. Ça, c'est au CNSP de le dire. Est-ce que la composition du futur collège ne risque pas de poser problème aussi? Non, encore une fois de plus. En êtes-vous sûr? Oui, très convaincu. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, c'est que je suis convaincu que si vous avez vu les termes de référence, n'ont pas été discutés par le CNSP seul. Les termes de référence ont été discutés, vous les voyez dans la sémantique, même dans l'architecture, dans l'écriture, que ces termes de référence, ces projets, étaient le fruit d'audience, d'écoute de toutes les forces vives de la nation. Et on ne peut pas mettre en avant le critère d'inclusivité et aujourd'hui arriver à dire que le CNSP seul va pouvoir mettre ces collèges en place. Ces collèges sera composé... ce qui est dit dans la charte. Non, le collège sera mis en place par le CNSP. Mais après consultation, bien entendu, des forces vives de la nation. Qui sera dans le collège? Le collège ne peut pas être... Quand on parle du collège, le collège n'est jamais unique. Le CNSP ne peut pas composer seul le collège. Le collège est composé par d'autres personnes. Mais vous aurez pu discuter de dans ça dans certaines chartes de certains pays, c'est discuté, c'est dégagé. C'est ça. D'accord? Nous sommes dans une situation actuelle au Mali où il faut que les gens comprennent. Le M5 RFP est un schéma nouveau qui n'a jamais existé dans aucun pays. Si on a eu les balais citoyens ou il y en a marre, le M5 RSP, c'est une composition hétéroclite. Des partis politiques, de sociétés civiles. Voilà. Maintenant, mais c'est pas pareil. Ici, nous sommes dans le balai citoyen, il n'y avait pas les politiques là-dedans. Hein. Ils se sont tous retrouvés dans un mouvement. Chacun est venu avec son étiquette. Alors que le M5 RP, ce que moi je dis là-dedans, c'est qu'il y a des partis politiques à l'intérieur, il y a de la société civile à l'intérieur, il y a des mouvements, il y en a un peu de tout. Et c'est ce qui rend la chose très difficile. Donc, à mon avis, je crois très sincèrement, ce n'est pas moi qui suis dans les secrets de ce qui va se passer, le collège sera mis en place par le CNSP après consultation de toutes les forces vives de la nation. Quand? Et mais c'est pas moi de donner ces calendriers, je ne connais pas ces calendriers. Moi, j'étais dans un rôle de commission scientifique. Et c'est pourquoi j'ai dit, je suis très fier du travail abattu par mes collègues. Vous imaginez quand même. Hein. Mais Nounsar dit que c'est votre responsabilité si le profil n'est pas défini. Je l'ai dit et je le maintiens. Chacun, il a dit qu'il assumait. La commission scientifique assume pleinement cette approche. Parce que nous sommes en face des textes. Même si, oui, ce que Nounsar aussi sait et qu'il ne veut pas dire, nous, en tant que commission scientifique, c'était aussi notre devoir d'expliquer qu'il y a des principes démocratiques qui imposent cette approche qu'un président soit civil et que le premier ministre soit civil. D'accord? Mais nous sommes dans un pays où il a reconnu lui-même que la classe politique est suffisamment décriée à tel point qu'on ne leur fait plus confiance. Il y a une crise de confiance entre le politique malien et les citoyens lambda, à tel niveau que personne ne souhaiterait qu'on remette le pouvoir entre les mains des politiques. Et ça ressort des discussions de Kaï à Kidal. Même si, par endroit, on a parlé de président civil, ça ressort pleinement. Et c'est pourquoi il a parlé même de ces sondages qui disent que 63% des Maliens demandent une présidence civile et une présidence militaire. Mais sauf que ces 63% des Maliens ne connaissent pas, comme nous, moi et puis les collègues Brema Diko, qu'il y a des principes qui nous gouvernent, qu'il y a un protocole qui est là et qui, bien entendu, on ne peut pas aller sans la communauté internationale qui a aussi son diktat, qui est chez nous. Nous sommes dans un État qui est sous tutelle depuis 2012. Ça, on ne peut pas le nier. Et on a toutes les preuves par rapport à ces questions, les différentes résolutions. Donc ce sera un civil, mais les partis politiques vont être écartés. On n'a pas dit ça. Ça n'a jamais été dit. Encore une fois de plus, le rôle de la commission scientifique est terminé avec l'adoption de cette charte. Mais vous dites que suite à la crise de confiance entre les dirigeants et les dirigés... Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place un collège de transition sans toujours pas prendre langue avec ces mêmes acteurs-là? À mon avis, ce que je répète... Oui, mais pour diriger cette transition, pour éviter cette crise de confiance encore, est-ce qu'il faut un Il homme faut politique? que le collège soit composé de façon, comme il a dit, transparente. Il faut que le collège soit composé de façon inclusive. Pour que demain, quelqu'un ne puisse pas venir nous dire que je n'ai pas été consulté, ça ne me regarde pas, ou etc. Nous sommes totalement d'accord avec ces approches. Et nous sommes convaincus que c'est la dynamique qui anime également les militaires. Nous avons vu ces jeunes militaires devant nous durant tous les travaux de la commission scientifique. Et nous savons, je le dis encore une fois de plus, ils sont les mieux placés pour donner des informations détaillées sur ces questions. Un collège inclusif, un collège transparent. Est-ce que vous êtes rassuré avec l'évolution de cette situation que le collège le sera? Non, avant, personne n'a demandé à ce que le président de la transition soit un politique. On a juste dit un civil. Mais êtes-vous d'accord que les hommes politiques soient écartés comme le pensent certains observateurs? Mais on ne peut écarter aucun Malien.
Avant d'être politique, on est d'abord malien. C'est extrêmement important. Pour diriger cette transition, malgré la crise de confiance. Vous savez, on a dit qu'il faut faire appel à toutes les compétences pour sortir ce pays de cette impasse-là. Mais si ce sont des politiques qui peuvent, il n'y a pas de problème. Si ce sont des gens de la société civile ou de l'université ou de la communauté scientifique qui peuvent, il n'y a pas de problème. En tout cas, le principe fondamental est que ce soit un civil. Politique ou pas, un civil. C'est ça. On ne demande pas, les politiques sont dans la conquête permanente du pouvoir. Ce pays connaîtra plusieurs élections, les politiques vont y participer. Est-ce qu'ils vont donc être patients pour attendre les prochaines élections? Il n'y a pas une question de patience. Je dis que ce sont des Maliens avant tout. Avant d'être politique, on est Maliens. Et cette transition doit être gérée de façon inclusive. Tout le monde doit apporter sa pierre à la réussite. Parce qu'une transition, ce n'est pas une période normale. Donc tout le monde doit faire un sacrifice, le minimum de sacrifice pour que cette transition réussisse. Et c'est pourquoi le M5 est déterminé. En tout cas, ses composantes dont je suis, nous sommes déterminés à faire en sorte que cette transition marche. Parce que si elle ne marche pas, cette transition, mais la première victime, c'est les M5. C'est nous. C'est nous qui avons demandé la démission. Si la démission de l'ancien régime ne permet pas au Mali de voir clair dans sa situation, ne permet pas de redonner l'espoir, mais cette démission n'aura rien servi. La première victime, c'est le Malien lambda ou le M5? Mais c'est le M5. On ne croira plus jamais à un homme politique qui va demander la démission d'un président. Et c'est pourquoi moi je l'ai dit, je l'ai répété hier à France 24. Je dis cette transition, quelle que soit la personne qui sera choisie, pourvu qu'elle soit civile, je l'aiderai à faire en sorte que notre pays puisse redécoller. Même si c'est un militaire. Je dis c'est un civil, ce n'est pas négociable. Vous savez, la transition, qu'elle soit dirigée par un militaire, c'est un point non négociable. C'est une ligne rouge qui ne sera pas franchie. Le CNSP l'a compris. Nous rendons hommage à ces jeunes officiers qui ont pris des risques importants, qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui nous ont sauvé la vie à nous autres que le régime s'apprêtait à liquider. Donc à partir de cette transition, Noum Sarr ne sera plus de l'opposition. Mais il n'y a plus d'opposition dans une transition. Il y a plus une opposition, c'est en fonction d'une majorité. La majorité a dit qu'elle a démissionné. L'Assemblée a été dissoute. Le gouvernement a été dissous. Je reviens à ma première question. Est-ce que vous êtes rassuré avec le déroulement des choses pour un processus moi j'assume, mon parti a proposé, lors d'une conférence de presse, que le président de la transition soit désigné par le CNSP, mais pourvu qu'il soit un civil. Nous l'avons proposé. Et nous assumons pleinement cela. Oui. Maintenant, vous pensez que le processus va être transparent et inclusif? Mais le processus se doit obligatoirement d'être inclusif. Il doit l'être, mais est-ce que vous êtes rassuré que ça sera? Mais s'il est inclusif, c'est qu'il est forcément transparent. Mais je vous dis, moi, je ne regarde pas, le diable se trouve dans les détails. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que demain soir ou après-demain soir, qu'on dise aux Maliens, voici le président choisi, c'est un monsieur de la transition, c'est un homme qui est d'âge et de taille à supporter les charges de l'État. C'est quelqu'un qui est d'une intégrité irréprochable, quelqu'un qui incarne des valeurs sûres. Et ça, nous l'aiderons. Est-ce que ce n'est pas maintenant que les détails doivent être réglés? Alors, c'est maintenant que les détails doivent être réglés parce que, enfin, de toute façon, il faut que le CNSP, qui a la responsabilité de la gestion des affaires aujourd'hui, se hâte lentement. Donc ça, c'est maintenant un concept qui commence à faire son chemin. Parce que ça fait quand même 3 mois qu'on n'a pas de gouvernement. On ne peut pas continuer à faire des audiences. Et le monde entier nous observe. Et pendant ce temps, il y a quand même des terroristes qui rôdent autour de nous. Et le coton n'a pas été suffisamment cultivé. Peut-être que les salaires, à un moment donné, s'il n'y a pas beaucoup de ressources générées, ne pourront pas être payés. Donc, je pense qu'il faut aller suffisamment vite, mais sûrement. Régler les détails, ça veut dire quoi? Discuter avec les différents acteurs. Rendre disponible, dès aujourd'hui, la charte qui a été convenue lors des concertations. Première chose. Deuxième chose, concerter rapidement les différents acteurs sur la composition du collège. Et après, que d'ici la fin de la semaine, qu'on sache qui est désormais le nouveau président civil du Mali et qui est le nouveau vice-président militaire du Mali. Et qu'ensuite, qu'ils se mettent d'accord pour choisir un Premier ministre qui aussi va discuter avec qui de droit pour former un gouvernement. C'est tout. Mais il faut aller assez rapidement pour que le Mali puisse commencer les chantiers qui ont été identifiés
je pense, par les différents participants des concertations. Que pensez-vous du Conseil national de la transition qui est également annoncé avec 121 membres? Bon, vous savez, ça faisait partie de mes propositions dès le mois de juin, lorsque j'avais proposé en son temps au président Ibeka d'accepter une transition politique avec un Premier ministre de plein pouvoir, une constituante, etc. Parce que pour moi, ça permet au moins de refléter le Mali, quoi, dans sa diversité. Parce qu'on a dit que ce conseil va comporter les représentants des handicapés, donc de toutes les corporations. Cela permet de faire passer certaines lois qui sont nécessaires, notamment, par exemple, la révision de la Constitution, je pense, qui est nécessaire avant la fin de la transition. Donc ce sera en quelque sorte l'Assemblée nationale. Une sorte d'Assemblée nationale. Pour moi, ils ont dit que c'est l'organe législatif aussi, non? Mais par contre, je ne sais pas, à partir des recommandations de la CEDEAO, est-ce que le Conseil national est retenu parmi les schémas? Et ça, peut-être, c'est le Mandé qui a participé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les organes de la transition et leur rôle? Je l'ai dit, il y a 3 organes classiques qui sont maintenus et qui ont été validés. D'ailleurs, c'est le président de la transition, qui sera, bien sûr, secondé par un vice-président. C'est aussi un gouvernement de transition qui, conformément aux recommandations du DENI, ne dépassera pas 25 membres. Il faut 15 membres. On a dit 25 membres ou plus. Ça peut être 15, ça peut être 20, mais ça ne dépassera pas 25 membres. Et enfin, le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition, qui est composé de 121 membres. Et je l'ai dit que quand on a présenté, nous qui avons présenté, les retours des observations et recommandations qui nous sont parvenus, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait un certain nombre d'entités qu'on avait oubliées, notamment les ordres professionnels, notamment les fêtières des arts et de la culture, notamment qu'ils nous ont fait comprendre que tous les syndicats ne sont pas dans les cadres centrales, qu'il y a des syndicats libres et autonomes. Donc, ces éléments, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, donc c'était des pertinences, enfin, des recommandations pertinentes qui ont été prises en compte et qui ont été intégrées. C'est pourquoi je dis, à un moment donné, beaucoup, comme ils l'ont dit, beaucoup se sont mis à contester, à respecter, parce qu'effectivement, et ça aussi il faut l'assumer, on n'a pas mis à disposition un document, le document final à la sortie de ces concertations. Mais sinon, avec, bien sûr, aujourd'hui, maintenant, le document sous la main, il y a peu de critiques. Et moi, j'ai fini par ça, parce que nous, on l'a dit, l'essentiel est ailleurs. On ne peut pas continuer à aller dans la guerre d'ego, dans les guerres de personnes. Certains annoncent que le vice-président qui va être choisi doit s'occuper de certains portefeuilles ministériels. Est-ce que vous confirmez? C'est le vice-président chargé des questions de défense et de la sécurité. Maintenant, encore une fois de plus, ne me faites pas dire ce qui doit être dit par le CNSP. Donc, moi, je suis dans cette charte, est-ce que ça c'est précis? Est-ce que ça veut dire que le vice-président, il n'y aura pas de ministre de la Défense et de la Sécurité? Encore une fois de plus, je vais laisser ces soins au CNSP qui va tout, bien sûr, expliquer en détail avec l'appui, bien sûr, de la commission scientifique. Mais ce n'est pas à moi de donner ces informations-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'encore une fois de plus, je l'ai dit, nous trouvons que j'étais dans le comité scientifique, mon collègue trouve que j'étais là-dedans, et j'apprends ici que Mme Diarra, qui était ancienne vice-présidente de la Cour pénale internationale, moi je ne vais pas rentrer dans comment on a été choisi, mais je suis convaincu qu'on n'est pas arrivé par copinage ni par amitié quelconque. Moi, par exemple, je ne connaissais personne. À quand faut-il s'attendre à la fin de ces sanctions de la CEDEAO contre le Mali? Mais je l'ai dit, ces sanctions sont injustifiées. Parce qu'on ne peut pas sanctionner un peuple parce qu'on a fait démissionner un président. C'est inacceptable à tout point de vue. Est-ce que le CNSP doit prendre en compte l'avis de la CEDEAO où lorsqu'on pillait nos ressources? La CEDEAO était où lorsqu'on est allé tirer? Le temps est déjà fini. Est-ce que le CNSP doit prendre en compte l'avis de la CEDEAO? Bon, j'ai dit, je ne vois pas d'opposition entre la CEDEAO et le Mali. La CEDEAO est née au Mali. Le Mali est parti. Le Mali est même le poumon de la CEDEAO. C'est extrêmement important. Alors, Brema Elidiko, à quand la fin des sanctions de la CEDEAO contre le Mali? Bon, à quand c'est très simple. La CEDEAO a dit accepter une transition civile, un président civil, un premier ministre civil, et libérer les prisonniers politiques. Et puis, automatiquement, les sanctions seront levées. Donc, pour moi, franchement, je souhaite que les Maliens continuent à percevoir la CEDEAO comme étant un partenaire. Merci. La CEDEAO aussi travaille dans ce sens. Merci beaucoup, Dr Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Nouhoum Sarr, membre du M5RFP, Dr Souleymane Dé, membre du comité d'experts des concertations nationales sur la gestion de la transition. À la régie vidéo et audio, Peting Diarra et Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigi Kafoba.